Bien, bonjour à toutes et à tous. C'est un grand moment pour moi d'introduire cette première séance de la Société de pharmacie de Lille qu'on essaie de relancer depuis un an, qui va porter cette première séance sur la Covid-19. Alors, je me présente, pour certains vous me connaissez, pour d'autres un peu moins. Donc, je suis Annie Standard, je suis présidente de la Société de pharmacie de Lille et on a décidé avec les membres du bureau de vous proposer ce premier webinaire sur la Covid-19. Alors, il est possible actuellement que le nombre des cas Covid-19 de la seconde vague de contamination ait atteint son maximum. Néanmoins, le virus circule encore intensément. Et l'immunité collective est loin d'avoir atteint un niveau qui permette aujourd'hui de visualiser la fin de cette épidémie dans des délais proches. La pandémie de Covid-19 occupe le devant de l'actualité depuis plus de 10 mois et selon toute probabilité l'occupera encore longtemps. Il y a moins d'un an, cette maladie était totalement inconnue et progressivement nous la connaissons de mieux en mieux. Malheureusement, nous ne disposons pas encore de médicaments antiviraux ni de vaccins qui permettraient de l'éradiquer. Les connaissances scientifiques ont énormément progressé. Depuis janvier, la banque de données américaine PubMed a enregistré près de 74 000 publications scientifiques sur la Covid-19, soit environ 230 publications par jour. Nul ne peut donc maîtriser l'ensemble des informations disponibles. De plus, la communication des connaissances sur la Covid-19 a été chaotique, car émaillée de polémiques multiples qui ont brouillé les messages envoyés au grand public, mais aussi vers les professionnels de santé. Il est donc nécessaire de diffuser de façon synthétique de réelles informations scientifiques qui ont été rigoureusement établies et validées. La mission de la Société de pharmacie de Lille est d'informer les pharmaciens sur l'évolution des connaissances scientifiques dans le domaine de la santé, de la pharmacie, mais aussi de la pratique pharmaceutique. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé d'organiser une première séance Covid-19. D'autres pourront éventuellement suivre en fonction de l'évolution de la pandémie. Nous avons donc invité aujourd'hui 6 scientifiques que je remercie chaleureusement, praticiens hospitaliers, membres de l'université, chercheurs, à présenter l'état des connaissances sur la Covid-19 à propos du virus SARS-CoV-2, de la prise en charge pharmaceutique et médicamenteuse de la Covid-19, des stratégies de recherche des médicaments anti-SARS-CoV-2 et des conséquences immunologiques de l'infection au SARS-CoV-2 et des perspectives de disposer un jour d'un vaccin anti-SARS-CoV-2 efficace. Je remercie vraiment encore une fois chaleureusement tous les orateurs de ce jour, en espérant qu'ils vous apporteront toutes les connaissances qui vous seront utiles pour votre exercice et pour votre culture. Et donc, je vais laisser maintenant la parole à Anne Goffard. Bonjour Anne. C'est un grand plaisir pour moi d'accueillir notre première invitée, donc le professeur Anne Goffard, qui est professeur de virologie à la faculté de pharmacie de Lille et qui va nous entretenir donc, de l'origine et des mutations du SARS-CoV-2 et en corollaire nous parler un peu des tests antigéniques. C'est à toi Anne, merci beaucoup. Bonjour et merci pour cette invitation. Alors, je vais commencer par remercier l'ensemble des présents un dimanche après-midi et remercier aussi les organisateurs, Monsieur Durier pour la Société de pharmacie de Lille et puis Annie et Thomas qui sont les petites mains de cette organisation. Donc, merci à vous. Je vais partager mon écran avec vous. Comme ça, vous devriez voir maintenant mon diaporama. Si je le mets, voilà, comme ça. Alors, voilà un petit peu de quoi je vais vous parler. Je vais d'abord vous présenter en général les coronavirus. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais parce que j'ai besoin de vous préciser quelques éléments. Ensuite, j'essaierai de répondre, de faire le point avec vous sur d'où vient le SARS-CoV-2, puisque le débat n'est toujours pas tranché. Vous parlez aussi des mutations, du fait que le SARS-CoV-2 évolue et présente des mutations, et quelle est leur importance. Et enfin, on parlera des tests antigéniques. Alors, les coronavirus, c'est une très grande famille de virus, vous le savez maintenant. Il y en a plein. C'est principalement des virus qu'on trouve chez les animaux avec un impact vétérinaire très, très fort en économie vétérinaire. Il y a différents types qui sont classés en 4. Vous voyez mon pointeur là?
On va faire comme si vous voyez. Il y a 4 genres. OK. Donc, il y a 4 genres, alpha, bêta, gamma et delta. Et chez l'homme, alors les genres gamma et delta n'infectent que les oiseaux et les genres alpha et bêta infectent les humains avec, vous voyez, différents lignages qui sont décrits. Il y a des coronavirus sur le plan médical. Il y a des coronavirus humains qu'on dit qu'ils sont peu pathogènes, qui ont des notes code un peu barbares, là, comme vous voyez ici. Et puis, il y a d'autres coronavirus qu'on dit hautement pathogènes. Le SARS-CoV-1 qui avait émergé en 2003 en Chine et qui actuellement a disparu. Le MERS-CoV qui a émergé en 2012 dans la péninsule arabique et qui circule uniquement dans la péninsule arabique pour le moment. Et puis, le SARS-CoV-2 qui, lui, non seulement a émergé il y a à peu près 1 an, mais en plus, lui, a diffusé largement sur la planète. Alors, les coronavirus, on les appelle corona parce que là, sur cette image, c'est une image de microscopie électronique où on voit des particules virales de coronavirus, hein, pas du SARS-CoV-2, mais de coronavirus, et vous voyez qu'elles ont un aspect comme ça qu'on dit en couronne, et en latin, couronne se dit corona. C'est pour ça qu'ils ont eu ce joli nom. De manière schématique, nous, les virologues, mieux l'enseigner, mieux la comprendre, mieux la présenter. Voilà, on voit qu'elle est hérissée de spicules, et ces spicules sont constituées de la protéine d'enveloppe spike pour spicule. Donc c'est un virus enveloppé. Il y a d'autres protéines d'enveloppe qui sont les protéines M, E et N. Et puis à l'intérieur, cette spirale-là, c'est l'ARN viral, le génome viral, le chromosome viral, qui est recouvert d'une nucléoprotéine, qui est la protéine de la nucléocapside. Alors, donc, cette particule virale, elle est schématisée ici de cette façon-là. Et quand on fait un zoom sur les spicules, la glycoprotéine S, elle primaire, c'est une protéine bleue, qui est le récepteur cellulaire, c'est-à-dire le récepteur ACE2 sur les cellules humaines. Et c'est une région très spécifique puisqu'elle va définir le tropisme des coronavirus. Et puis, il y a une autre région ici qu'on appelle région du domaine de fusion dont on parlera un petit peu. Alors, voilà, j'ai un peu planté le décor juste pour voir maintenant avec vous d'où vient ce SARS-CoV-2. Alors, je vous l'ai dit, les coronavirus sont d'origine zoonotique, c'est-à-dire qu'ils viennent des animaux. Et depuis qu'on fait de la recherche sur les coronavirus, qu'on essaye de comprendre comment les coronavirus ont infecté les humains, on s'est rendu compte qu'il y avait les ancêtres des coronavirus humains, qui sont d'une part les chauves-souris, comme c'est représenté ici, et d'autre part aussi les rongeurs. Et que donc ces animaux semblent ne pas être malades, on dit donc qu'ils sont colonisés par des coronavirus. Ils transmettent des coronavirus à des hôtes intermédiaires qui sont schématisés ici, et vous voyez que des fois on ne les connaît pas, les hôtes intermédiaires. Et c'est à partir de ces hôtes intermédiaires que les coronavirus émergent chez l'homme. Et donc, pour le SARS-CoV-2, on va essayer de voir où on en est des recherches sur ces différents animaux, ces différents hôtes. Alors, il faut revenir un petit peu en arrière. Comment on a fait pour dire le SARS-CoV-2, pour l'appeler SARS-CoV-2, puisqu'on l'appelle comme ça parce qu'il est fortement proche du SARS-CoV-1. Il faut savoir que quand en 2003, le SARS-CoV-1 a émergé en Chine, à la suite de cette émergence, les Chinois ont mené un grand programme de recherche de coronavirus chez les chauves-souris de Chine. Un programme qui a duré plus de 5 ans, où ils sont allés prélever des chauves-souris, à la fois au niveau nasal, au niveau fécal et au niveau sanguin. Et ce programme de recherche a permis d'identifier 11 coronavirus de chauve-souris qu'on appelle des SARS-like CoV, c'est-à-dire
des coronavirus qui ressemblent au SARS, et notamment un coronavirus qu'on appelle le RADG13, qui est présent chez une chauve-souris asiatique qui n'existe pas en Europe, qui s'appelle Rhinolophus affinis. Et donc, quand le SARS-CoV-2 a émergé, les Chinois ont très rapidement séquencé son génome et ils ont pu comparer la séquence du SARS-CoV-2 avec toutes les autres séquences de coronavirus qui étaient publiées, et notamment avec le RADG13 et avec le SARS-CoV-1. Et quand on compare le génome complet du SARS-CoV-2 avec le génome complet du RADG13, on observe environ 96% d'homologie. Alors, en fonction des études, ça va de 94% à 98% d'homologie, mais globalement, voilà, la moyenne, c'est 96%. Et donc, c'est comme ça qu'on s'est dit que le SARS-CoV-2, il venait du RADG13. Sauf que ce n'est pas si simple que ça, et il y a eu des études menées notamment, alors, encore une fois, par des Chinois qui ont identifié et séquencé des coronavirus chez des pangolins asiatiques. Attention, les pangolins asiatiques ne sont pas les mêmes que les pangolins africains. Donc, des familles, c'est des espèces différentes. Donc, ils ont séquencé un coronavirus de pangolin asiatique. Et quand ils comparent, c'est ce qui est présenté ici, quand ils comparent le génome complet du coronavirus de pangolin asiatique, ils se rendent compte qu'il y a 91% d'homologie avec le SARS-CoV-2, qui est schématisé ici chez les humains, et 90%, donc presque la même chose, d'homologie avec le RADG13, qui est le coronavirus de chauve-souris dont on a parlé tout à l'heure. Maintenant, s'il n'étudie la séquence que de la région RBD, c'est ce qui est présenté ici, là, on se rend compte que finalement, le coronavirus de pangolin serait davantage proche sur cette petite séquence-là du SARS-CoV-2 que le SARS-CoV-2 et les virus de chauve-souris. Donc, comme s'il y avait eu enfin, c'est pas comme si, il y a des régions du génome du SARS-CoV-2. Certaines régions sont plus proches du génome d'un génome de chauve-souris et d'autres régions sont plus proches du génome de pangolin. Et enfin, quand ils étudient la séquence qui est proche du site de clivage, du peptide de fusion, ben là, on voit que là, c'est beaucoup plus... cette séquence montre davantage d'homologie entre le coronavirus de pangolin et celui de chauve-souris, et par contre, il semble qu'il y ait moins d'homologie avec le SARS-CoV-2. Ces résultats que je viens de vous présenter, ils ont été publiés en avril par une équipe de Chinois. Il y a eu une autre étude aussi en avril, et puis pendant l'été, il y a d'autres études qui ont confirmé tous ces résultats-là, de façon à ce qu'aujourd'hui, on pense qu'il y a 3 scénarios possibles d'émergence du SARS-CoV-2 qui sont donc actuellement discutés. Il y aurait pu y avoir une transmission directe de la chauve-souris à l'homme, du SARS-CoV-2. Deuxième scénario, transmission de la chauve-souris vers le pangolin asiatique. Le virus se multiplie chez le pangolin asiatique, il se modifie probablement, puis il est transmis chez l'homme et ça devient le SARS-CoV-2. Ou alors, et c'est actuellement le scénario qui est le plus, voilà, sur lequel les scientifiques ont la faveur, le SARS-CoV-2, un ancêtre du SARS-CoV-2 est présent chez la chauve-souris. Il est transmis au pangolin asiatique, chez qui il s'atténue, il se modifie, il mute. Il passe chez un deuxième hôte intermédiaire qu'on n'a pas encore identifié, et c'est à partir de cet hôte intermédiaire qu'il serait transmis à l'homme. Voilà, donc c'est les 3 scénarios actuels. Comme je vous dis, c'est ce dernier scénario qui est le plus, sur lequel on pense que c'est plutôt comme ça que ça s'est passé. Mais aujourd'hui, stricto sensu, on ne sait toujours pas d'où vient le SARS-CoV-2. Alors, mais on continue d'étudier le SARS-CoV-2 et on s'est rendu compte que pendant
la fin de l'hiver 2020, il avait muté et il était devenu plus transmissible à l'homme. Alors, vous avez tous vu peut-être, si vous êtes, parce que comme tous les Français, vous êtes devenus des spécialistes des coronavirus, vous êtes allé sur le site JZ et vous avez vu cette carte-là qui montre le nombre de cas, etc. Mais ce qui est intéressant sur JZ aussi pour nous, les virologues, c'est qu'on peut y déposer des séquences du génome ou de fragments de génome de SARS-CoV-2, que ces séquences soient publiées ou non dans des articles scientifiques. Et donc, il y a des Américains qui ont pris ces séquences et qui ont étudié l'ensemble des séquences de la glycoprotéine S, dont on a parlé tout à l'heure, qui est à la surface de l'enveloppe, qui était publiée dans JZ. Et donc, en étudiant ces séquences, ils se sont rendus compte que en janvier-février, sur la position 614 de la glycoprotéine S, en acide aminé, il y avait un acide aspartique en 614 et que, à partir du mois de février 2020, cet acide aspartique, donc qui est représenté par un D, est remplacé par une glycine. Et donc, on voit apparaître un mutant qu'on appelle dans notre jargon D614G. Et dans le schéma de l'étude qu'ils ont publié, dans un des schémas, ils représentent comme ça et ils montrent que progressivement, le mutant D614 est apparu. Donc, eux, ils disent qu'il émerge en Europe, que le mutant G614 émerge en Europe au mois de février 2020. Et ce mutant G614 va devenir majoritaire et va prendre toute la place des SARS-CoV-2. Alors, dans leurs études, voilà ce qu'ils montrent. Ils font, donc ça, pardon, ce premier schéma-là est dans l'étude, et puis après, ils ont étudié la diffusion et la proportion progressive dans le temps, l'augmentation progressive de la proportion du mutant G614 dans les séquences de SARS-CoV-2 en fonction des différentes régions. Donc ici, j'ai fait une capture de la figure, on va dire, du continent européen largement, avec l'Italie ici, et il y a voilà, l'Allemagne, l'Espagne, l'Angleterre, etc., différents pays. En bleu, c'est la présence du mutant G614 et en orange, le mutant D614, qui est le mutant, qui n'est pas le mutant en fait, qui est la souche qu'on appelle sauvage et qui était en Italie et en France, on a l'impression qu'il n'y a presque pas de virus sauvage. Il y en a un petit peu ici, puisqu'on ne voit presque pas d'orange du D614, mais par contre, on voit bien le G614 qui est majoritaire. Et puis, on voit ici en Espagne qu'il y a beaucoup de souches sauvages au début, mais que progressivement, la majorité des souches sont des souches G614. Et on peut voir cette même progression sur l'ensemble des séquences qui sont publiées en fonction des pays. Alors, finalement, des mutations sur un génome de coronavirus, c'est hyper fréquent, ça fait partie de l'évolution naturelle et normale des coronavirus, et on pouvait s'y attendre, et finalement, qu'est-ce qu'elle a de si important, cette mutation? Bien, en fait, ils ont reproduit cette mutation. Alors, d'abord, ils ont étudié la charge virale, la quantité de virus de SARS-CoV-2 présent dans le nez des patients, et ils ont comparé la quantité de virus présent dans le nez en fonction de la séquence du SARS-CoV-2 qui était présent sur le virus, c'est-à-dire savoir est-ce que c'était du virus sauvage D614 ou est-ce que c'était du virus mutant G614. Et ce qu'ils ont constaté, d'abord, la première chose qu'ils ont constaté, c'était que la quantité de virus dans le nez est plus importante pour les personnes qui sont infectées par un mutant G614 que pour les personnes qui étaient infectées par un virus sauvage. Donc ça, c'était une première constatation, qui est une constatation qu'on va dire clinique. Et donc, ce qu'ils ont fait dans cette étude, et ça a été confirmé après par d'autres équipes, des équipes chinoises notamment, c'est qu'ils ont introduit cette mutation dans un outil de laboratoire qu'on appelle des pseudoparticules rétrovirales, qui permettent d'étudier ce virus-là sans avoir besoin de faire de l'infection virale en laboratoire L3. Donc, c'est un outil plus facile à utiliser. Et
en introduisant cette mutation dans l'outil de laboratoire, ils ont constaté que ces pseudoparticules rétrovirales infectaient plus facilement les cellules quand elles portaient la mutation en G614 plutôt que quand il y avait cet acide aminé D en position de 614. Donc, ce qu'il conclut de cette étude, et donc qui a été confirmé après par d'autres études, c'est qu'il y a eu l'apparition d'une mutation dans la glycoprotéine S courant février, que cette mutation apportait un avantage réplicatif au SARS-CoV-2 dans le sens où il devient plus transmissible entre les humains. Donc, c'est ce qu'on appelle un avantage réplicatif. Il se transmet mieux entre les humains. Et parce que cette mutation apporte un avantage réplicatif au SARS-CoV-2, progressivement, c'est surtout du SARS-CoV-2 mutant qui est devenu majoritaire, même s'il n'est pas exclusivement présent, dans la population humaine. Et donc, aujourd'hui, quand on regarde les séquences de SARS-CoV-2 qui sont publiées, eh bien, quasiment toutes, à plus de 80-85% en fonction des régions, voire même 95% en Europe, portent cette mutation avec l'apparition d'une glycine en position 614. Voilà un peu pour vous dire que le SARS-CoV-2 mute, ça on le savait, et nous les virologues on s'y attendait. Et il faut qu'on surveille ces mutations parce qu'elles jouent un rôle dans la gestion et la diffusion de cette pandémie. Pour finir, je vais vous parler des tests antigéniques parce que c'est la grande mode en ce moment, c'est le truc d'actualité. Et je crois savoir qu'il y a beaucoup de pharmaciens, même s'il n'y a pas seulement des pharmaciens, mais il y a beaucoup de pharmaciens et de pharmaciennes qui nous écoutent aujourd'hui. Et donc, c'est un peu leur actualité aujourd'hui, puisqu'ils vont pouvoir faire des tests antigéniques. Alors, aujourd'hui encore, c'est la RT-PCR qui reste l'outil de diagnostic de référence pour l'infection par le SARS-CoV-2. Cette RT-PCR, donc, elle permet de détecter le génome viral dans un prélèvement biologique. Elle a, en fonction des kits commerciaux qui nous sont vendus, une sensibilité d'environ 95%, une spécificité de l'ordre de 98%, donc elle est très, très spécifique, et une limite de détection qui est de l'ordre de 10 copies par réaction. Donc, c'est une technique qui marche bien, que nous, les virologues, on a l'habitude d'utiliser. On a maintenant différents robots qui permettent de faire des grandes séries pour du diagnostic, mais il reste des problèmes. Des problèmes liés aux faux négatifs. Les faux négatifs peuvent être liés à la qualité du prélèvement. Un prélèvement nasopharyngé qui n'est pas très bien réalisé, du coup, on ne peut pas y détecter le virus dedans. Si le prélèvement est réalisé trop tard par rapport au début des signes cliniques, le prélèvement peut être négatif alors que la personne a réellement été infectée par le SARS-CoV-2. Ça, c'est quelques raisons pour avoir des faux négatifs. On a aussi la durée de la réalisation d'une RT-PCR. C'est au minimum 3 heures, c'est entre 3 et 4 heures en fonction des trousses, puisqu'il faut extraire l'ARN viral et ensuite réaliser la RT-PCR. Et en réalité, ça dure beaucoup plus longtemps parce qu'il y a le temps de transfert des échantillons vers le laboratoire, le temps de traitement des échantillons, de tri, d'enregistrement, etc., puis la réalisation de l'analyse, puis le rendu des résultats. Donc, en général, ça dure beaucoup plus longtemps. Et puis, vous l'avez bien su, comme tout le monde, il y a eu des problèmes d'approvisionnement réactif, notamment au mois d'août et au mois de septembre. Et donc, ça aussi, ça fait que ça peut poser des problèmes de réaliser les tests de PCR. Alors, très rapidement, dès que l'épidémie a démarré, à la fois des chercheurs, mais aussi des laboratoires pharmaceutiques ont commencé à développer des méthodes de diagnostic alternatives, et notamment les tests antigéniques. Alors, je ne vais pas parler des tests d'origine chinoise parce qu'ils ne répondent pas aux critères d'habilitation européens. Donc, j'en parle pas, mais pour nous en Europe, les grands laboratoires pharmaceutiques, que ce soit Abbott, Roche, Quidel, etc., ont développé des tests. Je dis, ce sont des laboratoires qui sont habitués, qui maîtrisent totalement les technologies de ces tests de diagnostic rapide. Certains sont basés sur des méthodes d'immunochromatographie et d'autres sur des méthodes d'immunofluorescence, mais comme c'est des tests rapides, en même temps que le kit est fourni un petit lecteur d'immunofluorescence et tous ces tests répondent à peu près aux mêmes normes.
Alors, du coup, il a fallu évaluer ces tests. Ils ont été évalués sur le plan technique et de la qualité du rendu des résultats. Et la HAS organisé des groupes de travail pour évaluer ces tests et pour rendre un avis. J'ai fait partie du groupe de travail qui travaille sur les tests antigéniques. Et tous les documents qu'on a eus pour y réfléchir montraient que quand même ce sont des tests qui sont moins sensibles que la RT-PCR, mais ça on le sait, hein, les tests antigéniques, on en connaît déjà pour la grippe, ils ont toujours été moins sensibles que la RT-PCR, et donc il est demandé en France d'utiliser des tests dont la sensibilité est supérieure ou égale à 80%, et la spécificité supérieure ou égale à 99%. Vous voyez qu'une sensibilité supérieure ou égale à 80%, ça veut dire, par définition, qu'il y aura des faux négatifs. Et ça, il faut bien le garder en tête. Et dans les recommandations que nous avons faites dans le groupe de travail, nous disions que ces tests antigéniques, on peut les utiliser en alternative à la RT-PCR chez des sujets qui sont symptomatiques, donc qui présentent des signes cliniques qui peuvent évoquer une infection par le SARS-CoV-2, et chez des sujets qui ne présentent pas de risque de faire une forme grave, donc les sujets de plus de 65 ans, les sujets qui sont porteurs de comorbidités, diabète, maladies cardiovasculaires, etc. Et même les cas contacts doivent être testés en RT-PCR. Pour les autres, un sujet qui a moins de 65 ans, qui n'a pas de comorbidité et qui développe des signes faisant évoquer une infection à SARS-CoV-2, on peut utiliser un test antigénique et on a des chances que ça marche bien. Voilà, donc tout ça pour dire que ces tests antigéniques ne seront pas adaptés au dépistage de masse. En tout cas, c'est mon point de vue et je suis prête à en discuter avec vous parce que je sens que je vais avoir des remarques là-dessus. Et il faudra prendre en tout cas les résultats qu'on obtiendra avec beaucoup de précaution parce que ce n'est pas parce qu'on a un test négatif que pour autant, du fait du défaut de sensibilité, ce n'est pas parce qu'un test sera négatif que pour autant la personne ne fera pas une infection à SARS-CoV-2. Et donc, il faudra bien voir aussi le contexte global, clinique, interrogatoire, etc. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Maintenant, je peux peut-être prendre le temps de répondre à quelques-unes de vos questions si j'arrive à sortir de mon plein écran et à vous rejoindre. Pour vous rejoindre, je vais faire comment? Donc, je ne sais pas, voilà, je vais rallumer ma vidéo. Déjà, ça va mieux marcher. Voilà. Je ne sais pas comment ça marche pour les questions-réponses. C'est moi qui regarde, c'est ça? Merci Anne. Merci beaucoup pour la présentation qui était vraiment très, très didactique et qui remet en perspective finalement l'évolution du virus sur les derniers mois qui se sont écoulés. Alors, il y a plusieurs questions. J'ai pu faire un peu une synthèse des questions qui sont parties dans le groupe de discussion. En fait, je vais peut-être commencer par une question de Luc de Breuil, ancien doyen de la faculté de pharmacie, qui demande en fait par rapport aux mutations, en fait, est-ce qu'il s'agit d'une succession de virus? Autrement dit, est-ce que chaque virus disparaît en quelques mois? Et du coup, se pose la question de l'efficacité théorique d'un confinement. Et potentiellement, derrière cette question, moi, j'y rajouterais aussi la question sur les réinfections. Et qu'est-ce qu'on peut en attendre? Alors, c'est pas une je pense pas que c'est pas que je pense, on sait que c'est pas une succession de virus, c'est-à-dire que circulent actuellement dans la population humaine différents mutants. Le majoritaire en Europe, il a cette mutation G614. Mais il y en a d'autres qui circulent en même temps. Et puisqu'on a défini ce qu'on appelle des clades, etc. Donc, il y a différents mutants qui circulent en même temps dans la population humaine. Ces mutants ne sont pas toujours les mêmes en fonction des zones géographiques. Il y en a certains qui sont plus en plus grande proportion que d'autres. Peut-être qu'ils expliquent les notions de réinfection, puisqu'on a déjà,
on décrit maintenant des gens qui ont fait une première infection pendant la première vague et qui, là, avec le début et puis l'amplification de cette deuxième vague, font une réinfection. Donc, peut-être que cette circulation de mutants différents peut expliquer ces réinfections. C'est difficile de vraiment l'affirmer parce que ça demande, pour la confirmation, ça demande de faire les études en laboratoire qui prennent du temps, qui sont sur du temps long. Et donc, on sait que depuis le début de l'épidémie, circulent en même temps différents mutants. Et encore maintenant, il y a différents mutants qui circulent en même temps. Merci beaucoup. Une autre question concernant toujours ces mutations. Plusieurs participants posent la question de savoir si les mutations pourraient avoir une origine entre guillemets humaine, enfin en tout cas un accident de laboratoire. Alors ça, c'est la grande question qu'on a eue. Hein. Alors, je vais y répondre de deux façons. D'abord, ça n'est pas un virus construit en laboratoire. C'est-à-dire que c'est pas, nous, on sait faire des virus où on enlève un petit bout de génome, on en rajoute un, on sait le faire. C'est compliqué à faire. C'est pas, franchement, faut bien maîtriser ces outils-là, mais effectivement, c'est faisable en laboratoire. Quand on fait ce genre de choses, il y a toujours des marqueurs d'outils de laboratoire qui sont présents dans le génome. Ici, il n'y en a aucun. Donc, ça n'est clairement pas, et ça je suis catégorique et je ne suis pas la seule, ça n'est pas un virus qui a été construit en laboratoire. Ça, c'est sûr. Alors après, pour autant, comme vous en avez tous entendu parler certainement, à Wuhan, ils ont un laboratoire P4 dans lequel, c'est des programmes militaires, depuis 2003, là, l'émergence du SARS, ils collectent, ils sont allés prélever des chauves-souris, comme je vous l'ai dit, et à partir de ces chauves-souris, ils ont été capables, ce que nous, on ne sait pas faire, hein, ils ont été capables de cultiver, d'amplifier dans leur laboratoire P4 des virus de chauve-souris. C'est très difficile parce qu'il faut maîtriser la culture des cellules de chauve-souris et puis après, il faut réussir à cultiver ce virus, donc c'est compliqué. Et aujourd'hui, en France, on n'a pas d'équipe qui sache le faire. Donc, eux, ils arrivent à le faire dans un laboratoire P4 dans le cadre d'un programme militaire. Et donc, il y a des gens qui ont dit que ce virus SARS-CoV-2 serait sorti de ce laboratoire-là à la faveur d'un accident ou voilà, d'une personne qui aurait pu travailler dans le labo, qui se serait infectée par accident et qui aurait pu sortir le virus, etc. Voilà. Il y a des enquêtes internationales qui sont en cours, diligentées notamment par l'OMS. Le rapport, en tout cas, moi, je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas trouvé publié, donc je ne peux pas catégoriquement me prononcer sur cet aspect-là. Je serais assez étonnée parce que les conditions de travail en laboratoire P4 sont quand même très, très drastiques. Mais voilà, cette hypothèse ne peut pas être totalement abandonnée aujourd'hui. Il faut attendre d'avoir l'ensemble des éléments de cette enquête scientifique. Voilà ce que je peux dire sur ce virus de laboratoire et les questions là-dessus. Une autre question peut-être ? Oui, alors toujours sur la mutation majoritaire, là, la G614D, si je ne m'abuse, j'ai peut-être oublié. Alors, deux questions en une. Est-ce que ce mutant-là présente une affinité particulière pour les récepteurs sur des cellules humaines ? Et est-ce que cette affinité finalement explique le fait que ce soit le mutant majoritaire qui circule actuellement en Europe ? Donc effectivement, il présente une plus grande affinité pour ACE2 et c'est effectivement ce qui explique qu'il soit devenu majoritaire. C'est qu'en fait, comme il infecte plus facilement les cellules humaines, bah, du coup, il se multiplie plus dans le rhinopharynx des personnes infectées et du coup, quand les personnes sont contagieuses et ont du virus dans le nez, bah, elles transmettent de ce mutant qui se transmet plus facilement et qui, du coup, infecte plus facilement les humains.
Donc, c'est bien parce qu'il y a cette mutation que ce virus-là est devenu majoritaire. Mais pour autant, il n'a pas du tout, il n'a pas fait disparaître totalement l'autre. Hein. L'autre est devenu minoritaire, mais il circule encore parmi les humains. Merci. Peut-être une dernière question sur les tests, tests antigéniques. Alors, plusieurs questions en une aussi. Alors, des questions qui tournent autour de... On a bien compris, en fait, le manque de sensibilité, même si on a une spécificité qui paraît intéressante. Est-ce que tu as une idée du meilleur TROD disponible à l'heure actuelle? Et puis, est-ce qu'on ne peut pas finalement élargir l'éligibilité des patients, des patients ou des personnes même asymptomatiques à ces TROD, avec toute la réserve qu'on peut y mettre par rapport au risque de passer à côté? Alors, les TROD, celui qui marche le mieux en ce moment, franchement, comme nous à l'hôpital, on n'en utilise pas. Je suis incapable de vous dire lequel est le mieux en ce moment. C'est vrai qu'il faut lire la notice et qu'il faut voir si on arrive à répondre aux recommandations de l'HAS. A priori, les kits qui sont vendus, les trousses qui sont vendues en France doivent répondre aux recommandations de l'HAS et donc voilà, vous ne devriez pas avoir trop de soucis à trouver le bon test. Enfin, en tout cas, celui qui convient à votre organisation dans votre officine. Après, les TROD, donc les tests antigéniques, c'est un outil de diagnostic qu'on connaît bien, nous, en virologie, puisqu'on les utilise énormément au cours des épidémies de grippe, notamment. Mais c'est aussi utilisé pour les angines à streptocoque ou des choses comme ça. Donc, c'est un outil de diagnostic qu'on utilise. C'est un outil qui est particulièrement intéressant pour les gens qui travaillent, pour les médecins qui travaillent, qu'on dit en libéral, c'est-à-dire les pédiatres, les médecins généralistes qui reçoivent en consultation des gens qui présentent des signes cliniques, ils les ont là sous la main, ils présentent des signes cliniques et après interrogatoire et examen clinique, ils se disent est-ce que c'est du SARS-2, est-ce que c'est de la grippe, est-ce que c'est autre chose? Et donc, réaliser c'est pour ces métiers-là que ces tests sont particulièrement intéressants. Parce qu'on a un patient qui présente un tableau ressemblant au SARS-2, on le prélève, ce qui va nous dire c'est négatif, a priori, c'est pas ça, on a toutes les raisons de penser que ça n'est pas ça, ou c'est positif, et ben dans ces cas-là, on peut mettre en place tout ce qu'il faut face à cette infection. Donc, c'est vraiment des tests qui sont dédiés à ce type de situation. Et encore une fois, les médecins libéraux sont complètement habitués à utiliser ce type de test. Moi, très franchement, je suis assez dubitative quant à leur efficacité dans du dépistage de masse. Maintenant, je ne demande qu'à être contredite par ce qui va se passer dans les prochaines semaines et la gestion de cette épidémie avec la diffusion de ces tests antigéniques. Mais franchement, voilà, moi, je ne suis pas du tout convaincue par cette utilisation-là. Mais encore une fois, c'est mon avis personnel. Les autorités de santé ont proposé une autre stratégie et je ne remets pas en question la stratégie des autorités de santé. Je dis juste qu'il va falloir être prudent face aux résultats, notamment quand les résultats seront négatifs et en face de vous des personnes qui présenteront d'authentiques signes cliniques. Bien, merci beaucoup Anne. C'était vraiment très intéressant et je te remercie encore vraiment chaleureusement de ton implication et d'avoir répondu présente tout de suite à notre sollicitation. Un grand merci.